Nous regardons une œuvre intitulée Hercule et Omphale de François Lemoine, datée de 1724, un tableau conservé au Louvre, mesurant 1,84 m par 1,49 m. Il est présenté dans l'aile Sully, au deuxième étage du musée, un étage difficile d'accès. D'ailleurs, ces salles sont souvent vides, vraiment très peu fréquentées. Beyoncé et Jay-Z les ont ignorés, peut-être par inculture, obsédés qu'ils étaient de se mesurer à la Joconde. Pour rire ou pour nous effrayer plutôt, je vous lis le parcours que propose le Louvre pour arriver à découvrir cette œuvre. De la pyramide, prenez la direction Sully. Après les contrôles, dirigez-vous vers le fond et empruntez sur la gauche l'ascenseur G jusqu'au deuxième étage. En sortant de l'ascenseur, tournez à gauche, traversez les salles 903 et 906. En salle 908-2 Sully, tournez à droite et continuez sur le côté gauche jusqu'à la salle 912-2 Sully. Courage, chers amis, courage. Notre artiste, notre peintre, François Lemoine, né en 1688 et mort en 1737, peintre français comme son nom l'indique, est professeur académicien et il est le premier peintre du roi Louis XV. François Boucher fut l'un de ses élèves. Il travaille à la fin de sa jeune vie pendant 4 années terribles au décor de la voûte du plafond du salon d'Hercule au château de Versailles sur le thème de l'apothéose d'Hercule. C'est cette réalisation, qui est réellement hors du commun, qui lui vaut le titre de premier peintre du roi. Il se suicide peu de temps après, profondément déprimé, épuisé, nous dit-on. Tout peintre de plafond est un acrobate dans tous les sens du terme, qui cherche le comble en fait de l'illusionnisme. L'ont été avant lui les grands baroques, le père Pozzo à Rome, dans l'église Saint-Ignace de Loyola, Gian Antonio Fumiani à Venise, dans l'église San Pantaleone, ou, comme le sera plus tard, dans la lignée de ces grands Italiens, Delacroix lui-même au Louvre. Hercule nous est connu par ses fameux 12 travaux. Nous nous souvenons par exemple des têtes de l'hydre de Lerne qui, lorsqu'il les tranche, réapparaissent sans cesse et toujours plus nombreuses. J'aime beaucoup à ce propos ce tableau de Pollaiuolo des Offices à Florence datant de 1475. Hercule y est dépeint dans l'effort, le corps mince et nerveux, le visage grimaçant, brandissant sa célèbre massue aux prises avec l'hydre monstrueuse. Et j'aime particulièrement la peau du lion de Némée, souvenir du premier de ses travaux, qu'il portera d'ailleurs tout au long de ses épreuves, la gueule sur la tête, et ici noué bien pudiquement au bon endroit, laissant pendre malicieusement peut-être une patte molle, là aussi, juste au bon endroit. Je pense aussi aux oiseaux du lac Stymphale, mangeurs d'hommes, qu'il contraindra à mourir d'épuisement et à se noyer dans le lac, et à la sculpture splendide, dynamique d'Antoine Bourdelle. Depuis des siècles, la légende de ses travaux, de ses exploits et de ses aventures se transmet en faisant le plus populaire des héros. Il est devenu, je dirais, le représentant idéalisé de la force combative, le symbole de la victoire, et aussi, et cela nous intéresse fortement, le symbole de la difficulté de la victoire de l'âme humaine sur ses faiblesses. Donc puissance physique et virilité, vaillance et résilience. Un hymne homérique, le loup. Je célébrerai le fils de Jupiter, Hercule, le plus vaillant des mortels. Alcmène, qui s'était uni d'amour à Jupiter, lui donna le jour dans la charmante ville de Thèbes. Ce héros, d'abord par les ordres du puissant Eurysthée, parcourut les mers et la terre immense
accomplissant les plus grandes entreprises, supportant les plus pénibles travaux. Maintenant plein de joie, il habite les superbes demeures de l'Olympe, couverts de neige, et possède la brillante Hébé. Nous regardons dans un paysage dont la couleur rouge nous saisit, 3 nus formant une pyramide de chair, décalée à gauche, protégée par le grand bras d'un arbre. Cet arbre, puisque je le répète, un tableau est un théâtre, est merveilleusement associé à une tenture rouge, rouge et vert donc, se drapant, s'enroulant, comme une chaleur déployée autour de ses branches et formant rideau de scène ouvert. La composition respire, par ce triangle de ciel en haut à droite et des lointains bleutés de soleil couchant. Un groupe, femmes, hommes, enfants, comme une allégorie de la famille, de l'amour conjugal couronné par l'enfant, fruit de cette union idéale. La femme debout regarde l'homme qui la regarde en retour. L'enfant, lui, nous regarde, nous prenant à témoin et plus que cela, nous impliquant dans l'action. Le type de la scène pastorale, une scène idyllique. Mais encore, le peintre situe cette scène dans l'univers de la mythologie que nous savons construit sur différents récits, les épopées d'Homère, parmi tant d'autres, les Métamorphoses et les Fastes d'Ovide ou bien encore l'Énéide de Virgile. Il traite là de l'un des thèmes de la grande peinture d'histoire qui privilégie dans la hiérarchie des genres l'histoire et la fable. Je cite là l'académicien André Félibien, architecte et historiographe, qui définit ainsi le genre en 1667. Un peintre qui ne fait que des portraits n'a pas encore cette haute perfection de l'art et ne peut prétendre à l'honneur que reçoivent les plus savants. Il faut pour cela passer d'une seule figure à la représentation de plusieurs ensembles. Il faut traiter l'histoire et la fable, il faut représenter de grandes actions comme les historiens ou des sujets agréables comme les poètes. Et il ajoute, et montant encore plus haut, il faut, par des compositions allégoriques, savoir couvrir sous le voile de la fable les vertus des grands hommes et les mystères les plus relevés. La mythologie donc, immense fable édifiante, est aussi, et peut-être avant tout, un vaste espace de déplacement fantasmagorique, je dirais, totalement dépourvu d'interdit, et plus particulièrement en peinture, autorisant sous l'alibi poétique toutes les féeries imaginaires, ne serait-ce que les rapts, les amours fidèles, infidèles ou monstrueuses, les excès, les folies, les atrocités et le nu. Le nu. Le nu ne craint pas les changements climatiques ou les courants d'air. Le nu s'accommode de toutes les saisons. Le nu est toujours nu, même par temps de tempête, même voilé, même dévoilé, même caché. Le nu est surtout, dans l'art français du XVIIIe siècle, le luxe, la liberté, l'aventure, l'insaisissable et aussi le fugitif. J'ajouterais que, toujours au XVIIIe siècle et en France, l'art de la peinture comme l'art de la littérature pense le plaisir, l'invente, l'orne, le colore, mais ils ne le vivent pas. La mythologie nous raconte. L'oracle d'Apollon avait conseillé à Hercule, qui cherchait à expier le meurtre d'un de ses amis commis à la suite d'une crise de démence, de se vendre comme esclave à la reine de Lydie, Omphale. Celle-ci, après avoir imposé à notre héros un certain nombre d'épreuves, séduite par sa force et par sa beauté, évidemment, le libéra de son esclavage et l'épousa. François Lemoine, comme bon nombre d'artistes depuis le XVIe siècle, est très inspiré par cet exemple de monde inversé, ce monde d'ambiguïté sexuelle
et même de travestissement que sont les amours d'Hercule et d'Omphale. Hercule, l'invincible, la personnification de la force virile, réduit d'une part à l'esclavage par une femme, mais quasiment ridiculisé par la fantaisie de celle-ci, le travestissant en femme. Ovide, au livre 2 des Fastes, écrit « La princesse s'amuse à orner Hercule de ses vêtements. Elle lui donne sa tunique légère, teinte de la pourpre africaine. Elle lui donne la ceinture qui pressait tout à l'heure son sein délicat. Mais la ceinture est trop étroite pour le corps d'Hercule. Ses vastes mains brisent la tunique pour s'ouvrir un passage. Les bracelets n'étaient pas faits pour un tel bras, ils se rompent. Une étroite chaussure entraîne les pieds du héros. Omphale, à son tour, prend la lourde massue, la dépouille du lion et les traits les plus légers du carquois. C'est Omphale qui mène la danse, debout, sûre d'elle, comme une belle sculpture. Le corps est long, clair, plus large au niveau des jambes, des hanches, qu'au niveau des seins et des épaules. Les seins sont petits, adolescents, la tête, elle aussi, traitée ici à la manière maniériste italienne. Le nez fin et pointu, les yeux en amande, le sourire ébauché, la chevelure blonde, les mèches folles rappellent Titien, mais surtout le type féminin cher à Boucher. Maître et élève courent et boxent dans la même catégorie. Le rouge pointe aux orteils, aux genoux, aux mains, au nombril, à la pointe des seins, aux oreilles et aux joues. Elle a revêtu la rude peau de lion, et l'émail de sa peau en est comme rehaussé. Je parlerai plus tard de l'invraisemblable massue qui pointe sous son bras. Assis, basculant vers l'arrière, presque en déséquilibre, Hercule, la force de la nature, tel un Samson privé de sa chevelure, semble avoir perdu tout le muscle d'athlète que l'on lui connaît. Le corps s'affale, pratiquement difforme, les jambes alourdies par un raccourci osé. Le ventre flasque est légèrement gonflé. Les épaules gardent encore une belle largeur malgré les bras courts et inégaux. Le moine aurait-il pris moins de plaisir à peindre le corps masculin, à le caresser d'un pinceau sensible et inspiré? Soumis, c'est peu dire. Captif, captif et conquis. Hercule tend le visage vers Omphale, qu'étend sans doute un baiser. Le visage est maculé de rouge, la bouche entr'ouverte, féminine et d'un rouge incandescent, comme maquillé. Il est ici devenu ridicule, je dirais bien petite chose, fleur timide et tendre. Brassens. Je me suis fait tout petit devant une poupée. J'étais dur à cuire, elle m'a converti, la fine mouche, et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche, qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée. C'est terrible, et en même temps poignant, attendrissant en fait, cet abandon énamouré. Terrible encore, c'est Omphale. Omphale avec ce sourire de domination presque machiavélique qui maintient bien fermement, avec décision, la quenouille au ruban bleu contre la hanche d'Hercule. C'est elle qui mène la danse. Il tient, misérable, le tout petit fuseau dressé grotesquement dans la main droite, et un beau jeté de soie damassée cache ce qui lui reste de virilité. L'enfant. L'enfant aux petites ailes déployées, au carquois empli de flèches, est loin d'être innocent dans cette scène d'un plein air surchauffé. C'est Eros, amour, ou Cupidon, espiègle,
Espiègle est complice sans doute d'Omphale. C'est elle qui mène la danse. Et lui, dans la main droite une coupe emplie de fruits peut-être, nous tient dans l'excitation par son regard insistant, nous invitant à déguster l'histoire. Tout est affaire de plaisir pour le regardeur voyeur, masochiste et sadique. On comprend alors que les esprits bien pensants se soient offusqués de cet art de jouir. Cachez ce sein que je ne saurais voir, hurlent encore les tartuffes d'aujourd'hui. Quant à la massue, je n'en ai jamais vu une qui soit aussi phalliquement turgescente, glissant lustrée et gonflée de vie contre la chair fraîche d'une hanche. Passionnant. Tout cela est passionnant. Dans le registre érotique, je dirais que ce tableau paraît beaucoup plus timide que la version de l'élève François Boucher, peinte en 1735 et exposée aujourd'hui au musée Pouchkine à Moscou. Sur un lit en grand désordre, en très grand désordre, magnifique de sensualité, Hercule empoigne le sein d'Omphale et l'embrasse d'un baiser passionné, conquérant et anthropophage. Ici, en pleine nature, à l'ombre d'un grand arbre protecteur, en pleine lumière, le sang afflue de toutes parts, aux joues comme au ventre, comme aux genoux, comme à la pointe des mains et des pieds. Le sang circule sous la peau des amants, se drape en flots de bouillonnée dans les ramures de l'arbre, pulse dans le gonflement de la massue. Que dire de plus ? La couleur et le pinceau, les mots du peintre, ont tout dit. Dans cette salle 919 de l'aile Sully du Louvre, les nymphes et les faunes jouent dans des paysages complices, Watteau, Boucher, Fragonard. Les couples enlacés embarquent pour des îles mystérieuses, les rires, le claquement des baisers, les bruissements dans les branches, dans les fourrés, les jeux, les collins maillards, les escarpolettes, les rires, les chuchotements. Ajustant sa visière et ses lunettes, Chardin vient de placer dans la lumière et le silence de l'atelier un panier empli de prunes, un groupe de pêche, une montagne de fraises des bois, un fragile château de cartes.